Zizé, Paul Sérillac. Je suis désolé de vous le dire, Bossel, mais c'est vrai. Je vais vous dire, moi, je vais faire un petit récapitulatif rapidement. Depuis l'indépendance à nos jours, la Centrafrique on a eu seulement une seule élection réussie en Centrafrique. Tous nos représentants, tous nos dirigeants, ont toujours été désignés. C'est la même, j'espère. Par la France. La même, hein. La seule élection réussie en Centrafrique, c'est l'élection de M. Patassé. Et déjà, au temps de Kolingba, l'armée, déjà ça, c'est le noyau. La sécurité était présente, mais l'armée a commencé par... Alors ça m'intéresse ce que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Alors vous parlez d'une élection réussie. Alors pourquoi les autres ont échoué? Je vous pose la question. Toutes les autres, mais en fait, en parlant d'élections, je dis, si depuis... On a eu plusieurs élections en Centrafrique. Il y a qu'une seule élection réussie. Attendez, c'est très intéressant. Vous êtes en train de soulever un cas de figure concret. Une élection réussie. Pourquoi tout le reste a échoué? La question est très simple, messieurs, s'il vous plaît. Quand vous êtes un homme un nationaliste et que vous arrivez dans la place parce que le peuple a porté Patassé au pouvoir, le peuple a demandé à ce que ce soit Patassé. Vous ne répondez pas à ma question. Je vais développer, je vais vous dire. Une fois au pouvoir, il a voulu essayer de faire plus, en fait, que les gens qui sont derrière, en essayant de passer outre que les pays qui nous ont colonisés, en essayant de faire autre chose. À ce moment-là, il est rentré en conflit. Non, vous ne répondez pas. Ensuite, Farid et Christian. Lorsque certains de ces groupes militaro-politiques ont obtenu le soutien de la France pour venir renverser Patassé. Et c'est comme ça que Bozizé est arrivé au pouvoir. Coup d'État. Pourquoi? C'est comme ça. Si, par un coup d'État. Oui, ensuite, il est passé à des élections. Mais quand on est déjà assis dans le... quand on a le siège, c'est plus facile. Revenons à la question de début, parce que sinon on va refaire l'histoire. Oui. Non, mais c'est important, vous êtes deux à soulever ça. Il y a eu une réussite, et puis comment on peut expliquer les autres qui ont échoué? Parce que on donnait tantôt la raison. On n'a pas pu arrêter le cycle de la violence. Les choses s'enveniment chaque jour. On vous a parlé du décès d'un casque bleu, parce que c'est un casque bleu, on vous a cité ça. On a cité nos moments que non, un casque bleu est décédé. Mais si un casque bleu est décédé, c'est que les nationaux, les Centrafricains qui sont décédés à cette occasion-là, ils devaient même en avoir 100 qui sont décédés. Parce qu'on ne vous donne pas les chiffres exacts. Des gens meurent à Fatima. Ce matin-là, 2 jeunes traversaient l'église catholique de Fatima pour rentrer dans le quartier, regagnent leur maison, après la prière. Ils ont été pris à partie. C'était 3. 2 sont morts sur le coup. On ne connaît pas le sort du 3e. C'est vous dire que si déjà à Bangui, l'équipe gouvernementale ne maîtrise rien, ne sécurise rien, malgré les 12 000 casques bleus qui sont en Centrafrique, les éléments de Sangaris qui sont là, mais ils n'arrivent même pas à sécuriser les pays, ils n'arrivent même pas à désarmer les milices en place. C'est dire que rien ne peut se faire. Je distribue la parole. Vous savez, je vais m'adresser à Makalem Gebla, ensuite à Siam et à Christian. La violence, bon, comme il l'a rappelé, elle est toujours de mise dans le pays. Il vient de le rappeler, notre ami Paul Sérillac. La présidentielle s'approche, les législatives également. Le 27, ils ont été fixés, hein, c'est le 27 décembre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme scénario? Écoutez, Adil, ce qu'on constate aujourd'hui en Centrafrique, c'est que le pays est plongé dans une impasse. Instabilité dans votre pays. On va conclure notre entretien. Quels sont les chantiers prioritaires? Vous avez cité, je l'ai entendu tout à l'heure, la réconciliation nationale. J'imagine que c'est le plus grand chantier d'ailleurs de votre président. Mais au-delà de la réconciliation, il faudra remettre le pays au travail aussi. Il faut remettre le pays au travail, mais la sécurité d'abord. Oui. Le chef de l'État doit s'atteler à ramener la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas aller au champ. Les gens ne peuvent même pas se balader au-delà de 22 heures. Les gens ont peur parce que beaucoup d'armes pilulent dans les quartiers. Oui. Beaucoup d'armes pilulent dans l'arrière-pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens dorment toujours dans la bourse. Les gens dorment toujours à l'aéroport. J'espère qu'il trouvera rapidement moyen de sécuriser le pays, de désarmer le pays. Parce que la Centrafrique, c'est une armurière, poudrière à ciel ouvert. Il faut trouver moyen de désarmer les gens. Que les gens qui ont des armes, avant qu'ils ne puissent commencer, qu'eux-mêmes rendent ces armes. Si jamais ils ne désarment pas leur cœur, on ne va pas trouver moyen de vraiment retrouver la paix. Qu'ils remettent les armes qu'ils ont devers eux et qu'ensemble on puisse vraiment parler de réconciliation. Mais la sécurité est la première des choses qui doit s'atteler. L'armée doit être redéployée sur le terrain. On est d'accord que 5 ans ne suffiront pas pour faire tout ce chantier. Ça ne suffirait pas vraiment. Mais c'est pour cela qu'il doit commencer par se mettre au travail dès à présent et essayer de commencer par voir déjà, c'est à chaque coup d'État que les gens deviennent des milliardaires, des millionnaires, ils deviennent riches. Le pays n'a jamais fabriqué de riches. Et
vers la fin de la transition, il y a des nominations qui sont faites comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut qu'ils s'attellent à prendre des décisions justes parce que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce pays. On veut que les choses s'arrêtent et que vraiment un changement et la répartition équitable des biens, des avantages du pays puisse être donnée à tous les enfants du pays. Que les gens puissent trouver du travail. Que chaque petit Centrafricain puisse avoir l'occasion d'aller à l'école et puis de préparer son avenir. C'est ce qui nous manque en ce moment. Paul Cyriaque Semaporo. Je vous sens suffisamment passionné pour votre pays. Malheureusement, notre entretien arrive à son terme. Merci beaucoup, président du collectif des Voix des Sans-Voix, un mouvement de défense qui ont dirigé l'État. Je peux souligner un point que depuis que la RCA est devenue RCA de nos jours, depuis la création de la RCA à nos jours, tous les gens qui ont été au pouvoir, ils n'étaient pas venus par une quelconque élection en tant que telle, ils ont été placés. C'est des pions pour la plupart. Le peuple a fait un choix dernièrement, mais on a compris que malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présents, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Parce que si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là. Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils, des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je vais vous dire que l'armée nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais ils quadrillaient tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins une bonne partie qui se trouve être encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police. Africain, je pense aussi à mes compatriotes qui sont sur place et qui m'ont fait passer le message très nettement. Merci pour votre réponse. Paul Cyriaque, allez-y, votre intervention, parce que vous êtes centrafricain à la tête de ce mouvement sans voix et des minorités. Cette question ethnique et religieuse, vous le confirmez, vous le vivez, vous avez les mêmes ressentis par rapport au contact que vous avez sur le terrain? Non, je n'ai pas le même ressenti. Moi qui vous parle, dans ma famille, il y a des musulmans. On n'a jamais connu cette situation. Il n'y a jamais eu de conflit interreligieux en Centrafrique. Dans ma famille, j'ai des tantes qui sont mariées à des musulmans. J'ai mes cousins qui sont musulmans et j'ai des amis avec qui on a fréquenté l'école ensemble, on a fréquenté le centre de sport ensemble, on a tout fait ensemble. On n'a jamais connu ce problème. Il se trouve que quand les Sélékas sont rentrés à Bangui, mais le peuple était resté obéissant. Le peuple n'avait rien fait. Mais ces gens qui étaient rentrés, ces rebelles-là, c'est des mercenaires. Ce ne sont pas des Centrafricains. C'est des gens qui ont été recrutés vers le Soudan, qui ont été recrutés vers le Tchad. C'est des chasseurs d'opportunités. C'est des gens qui venaient pour s'enrichir et partir. Mais en venant sur le terrain, comme il n'y avait pas d'argent pour les payer, et alors, ils ont reçu des instructions des dignitaires de l'époque, des gens qui dirigeaient la Séléka. Alors, servez-vous. Et ils se sont servis sur le pauvre peuple. Mais comme ces gens qui venaient, ces mercenaires qui venaient ne parlent ni sango ni le français, on comprend pour la plupart que ce ne sont pas des Centrafricains, c'est des gens qui ont été recrutés pour venir faire ces sales besognes. Le peuple a souffert. Merci, Paul Cyriaque. Le mouvement, s'il vous plaît, le mouvement anti-Baraka qui a vu le jour, s'il vous plaît, c'est parce que c'est des groupes d'autodéfense. Les gens ont voulu se défendre contre ces agressions. Et c'est comme ça que les anciens dignitaires, les gens du mouvement de pose des KMK, les gens qui ont dirigé le pays à l'époque, ils ont chacun récupéré ces mouvements pour en faire leur. Merci, mais on avait été annoncé, on avait été prévenu. C'était pas... Habité par la passion. On n'a pas de forme de confession à la Centrafrique. Voilà, Paul ils se sont défendus seulement. C'est un beau témoignage. Non mais c'est un beau témoignage d'abord parce que Patricia Adam disait oui c'est vrai quand vous parliez de ces mercenaires finalement qui ne parlaient ni le centrafricain et le français, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse? En un mot, ils sont passés où ces mercenaires qui sont venus, qui sont descendus sur Bangui? Ils sont repartis comme ils étaient venus après avoir pillé, ils sont repartis avec leur butin. Voilà. Juste un mot pour... Donc Tchad, Soudan... c'est malheureusement une vieille histoire.
c'est une histoire qui existait avant la colonisation. C'est la colonisation. Pour vous, pour qu'on puisse être d'accord et sortir de cette émission en ayant retenu quand même quelque chose au sujet de la République centrafricaine, c'est que, est-ce que nous sommes tous d'accord? On va commencer par vous, Bissafi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Centrafrique est partie pour rester sous perfusion pendant très très longtemps? Perfusion de la communauté internationale. Je ne serais pas d'accord là-dessus. Pour la simple raison que voir les choses de la sorte, ce serait dire que la Centrafrique n'a pas de ressources. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de la République centrafricaine, on parle toujours des ressources minières qu'il y a sous le terrain. Mais les premières ressources d'un pays, il faut le savoir, ce sont ses ressources humaines. Aujourd'hui, la Centrafrique a assez de ressources humaines pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Et ça, c'est indéniable. Il faudra que la communauté internationale puisse se rendre compte de l'existence de cette ressource. Parce que des jeunes comme Syriac ou comme moi, Bissafi, aujourd'hui, il y en a pléthore. Et la République centrafricaine est un pays qui a 75%, voire 80% jeunes, où les gens, ces 75% ont moins de 40 ans. Oui. Et donc, dans 5 ans, ils auront 40 ans. Et ce seront des gens qui seront au sommet de leur carrière. Il faudra les associer à cette solution. Il faudra les associer à cette solution que nous avons choisie pour briser le cycle de l'impunité, le cycle de la violence et remettre en place, en marche, les indicateurs du développement. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'arrivera pas, bien entendu, à une solution. Et on restera, bien entendu, sous perfusion internationale. Sauf que je ne veux pas voir les choses en négatif pour mon pays. Et je crois que nous allons y arriver. Je suis obligé de dire que c'est vrai que tel que c'est parti, nous sommes obligés, nous sommes vraiment toujours sous perfusion et on est obligé de rester sous perfusion pendant tel longtemps avec ce qui se passe en ce moment. Dès lors que nous n'avions pas notre armée nationale, dès lors qu'on n'associe pas vraiment les grandes décisions, les fils du pays, ceux qui ont la compétence comme il le dit, ne sont pas associés en tant que tels. Dès lors où, alors on massacre toujours dans l'arrière-pays, nous n'avions pas la possibilité de contrôler quoi que ce soit, les mouvements qui se font à l'intérieur de notre pays. Les frontières sont poreuses. Tout ça, c'est pas donné. Le président avait mis en place, élaboré un projet, de dire qu'il va faire maintenant une armée, pas de projection, mais une armée qui va rester sur place de garnison. Les gens vont être là, mais qu'on puisse déployer ces éléments, même avec le peu d'éléments, des paires d'armements qu'ils ont, qu'on les déploie à nos frontières. Il n'y a pas 5 jours, une colonne de véhicules a quitté le N'Djamena, Tchad, pas N'Djamena, Tchad, le Tchad. Ils sont en train d'arriver à Bambari pour arriver vers Ndélé. Nous avions les têtes des rebelles, les chefs des rebelles, qui sont tous basés à Ndélé. Monsieur Noureddine Adam, on ne parle pas de lui. C'est l'un des monstres qui a pris ce pays en étau. Ils sont tous regroupés vers Ndélé là-bas. Pourquoi ils se regroupent là-bas? On ne parle pas de Ndéto dans ce moment. À Ndélé, ils sont en train de se baser là-bas, de se regrouper. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de fomenter. Alors il faut qu'on ouvre l'œil dessus. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe à Ndélé. Quand on nous parle de notre pétrole, où les Chinois sont là-bas, on parle des gens, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on nous dise ça. Le pays est et sera toujours sous perfusion si jamais on n'arrive pas à avoir les clés. On n'arrive pas à verrouiller à nos frontières ce qui se passe pour essayer de comprendre comment remédier à cela. Paul Cyriac Semaporo, président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique, merci infiniment d'être venu dans le Club de la Presse. On ne dira pas comme les complotistes, évidemment, qu'on ne nous dit pas tout et que nous ne sommes pas au courant de tout. Bissafi Balengele, merci infiniment aussi. Membre de la diaspora centrafricaine, leader d'opinion, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Au nom de toute l'équipe de montage, de tournage, de réalisation de cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, restez fidèles à notre chaîne, la chaîne panafricaine Télésud. Bonsoir. Malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présents, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Parce que si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là. Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils, des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup, de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je vais vous dire que l'armée nationale
nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais il quadrillait tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins une bonne partie qui se trouve être encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police, de manière à ce qu'ils puissent travailler en tant que tels. Pour pouvoir rebondir un peu dessus par rapport à la nomination du procureur. Oui, très rapidement. Pour rebondir sur la nomination du cabinet, du procureur et tout le reste pour le tribunal pénal international spécial centrafricain, la question se posera de savoir comment est-ce que ces personnes qui seront censées être jugées vont être ramenées devant le procureur. Oui. On va le faire comment? Comme on a fait au Rwanda. Comme on a fait au Rwanda, mais le Rwanda s'est organisé tout seul après. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, vu que la MINUSCA et les forces de la MINUSCA n'ont pas le droit, entre guillemets, parce que ce n'est pas leur mission de faire la police, qu'est-ce qui va faire la police? Qu'est-ce qui va ramener ces groupes armés ou ces personnes responsables des exactions devant le procureur? C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la possibilité de passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la réorganisation de l'armée centrafricaine. La question au départ, c'était évidemment de se demander comment on pouvait faire pour briser les cycles d'impunité et de violence. On va rassembler nos idées parce qu'on va vers la fin de cette émission pour que au moins ceux qui nous suivent puissent se dire « Ok, nous comprenons ce qui se passe un peu plus en Centrafrique ». Vous dites qu'aujourd'hui, l'une des solutions pour briser le cycle d'impunité, ce serait de remettre à flot, pardonnez-moi l'expression, mais de remettre en marche l'armée centrafricaine, de la rééquiper à nouveau, de lui redonner ses missions régaliennes pour qu'elle puisse venir en appui de la MINUSCA. Tout à fait. Mais non seulement les associer avec les éléments de la MINUSCA pour qu'ils puissent travailler ensemble. Les éléments de la MINUSCA ne peuvent pas identifier tel ou tel personne en tant que tel. Un centrafricain, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas de son pays, nous avions, vous savez, la richesse de la République centrafricaine, c'est que nous n'avions qu'une seule langue nationale. Nous avions nos dialectes. Mais tout centrafricain doit parler le sango. Le Alindara, de l'UPC dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a massacré plus de 30 personnes. Ce n'est pas que 30 personnes. On a massacré à Bakala 30 personnes. On a massacré Bulé des